J'ai été reçu le 25 mars 1939, apprenti à la loge La Jérusalem des vallées égyptiennes, où le grand maître Chevillon présidait. Ce fut lui qui était mon parrain d'ailleurs. Et il s'est trouvé que la guerre est intervenue peu de temps après. J'ai eu la chance à ce moment-là de rencontrer de hauts dignitaires du Memphis Mizraïm et également de hauts dignitaires membres du rite écossais ou du rite écossais rectifié, qui étaient hauts dignitaires eux-mêmes de Memphis Mizraïm. Comme apprenti, je n'avais pas été publié au journal officiel. J'étais inconnu des services de répression des sociétés secrètes organisées par Vichy. Alors on m'a chargé de maintenir Memphis Mizraïm. On m'a facilité par une accélération absolument indiscutable l'accès au grade. Il faut se dire que 5 ans après mon grade d'apprenti, j'étais 95e, substitut grand maître, c'est une carrière absolument hallucinante. Bon. Et ça m'a passionné. J'ai réussi à rassembler tout de suite un certain nombre de frères appartenant à Memphis Mizraïm, au Grand Orient et au rite écossais. Nous avons tout d'abord fonctionné en loge absolument inconnue, non installée, Alexandrie d'Égypte, et on se réunissait sous le vocable de l'ordre kabbalistique de la Roche-Croix, de Stanislas de Guetta, qui n'avait pas été dissous. Et puis le courage et l'imprudence vient avec la réussite. On a décidé de nous transformer en loge régulière. On a d'abord constitué un triangle, puis une loge juste, puis une loge parfaite. Et on a fonctionné avec les décors, tous les symboles, chez moi, où j'habitais, dans le 13e. Et à la Libération, étant donné que nous étions une des très rares, peut-être même l'unique loge, ayant fonctionné avec rituel et décor pendant l'occupation, Michel Duménil de Gramont, qui était grand maître de la Grande Loge de France, membre du Suprême Conseil du rite écossais, est venu présider notre première tenue hors la clandestinité. Ça a été pour nous, comment dirais-je, une immense joie de voir que les risques avaient payé. Tout à fait. Tout à fait. Et alors au niveau de l'organisation de ces tenues, parce que ça devait être quand même, il devait falloir prendre un certain nombre de précautions énormes pour pouvoir assurer la sécurité, le rôle du couvreur ne devait pas être négligeable. Eh bien, c'était pas difficile. Ma femme et ma petite fille fermaient ostensiblement les persiennes, car c'était un rez-de-chaussée l'appartement. Elles s'en allaient promener et nos frères laissaient les tabliers, les gants blancs, les cordons, les sautoirs à la maison, de telle façon que lorsqu'il y avait des barrages et des rafles, des fouilles de serviettes dans le métro ou dans les rues, ils n'avaient rien à craindre. Et moi, je ne craignais pas d'être fusillé, parce que j'étais prisonnier en congé de captivité comme spécialiste. Ils avaient libéré plusieurs milliers de spécialistes de la SNCF, des téléphones, moi comme spécialiste des ponts et charpentes. Et je pointais 3 fois par semaine à la commandanture. Mais si j'avais été pris, j'aurais été comme un de mes amis, un de nos frères, André Bastien. Je n'aurais pas été fusillé, j'aurais été envoyé au camp de Ravaruska, où ça valait pas mieux parce qu'on s'arrangeait pour que ça dure pas longtemps là-bas. Oui, bon. Mais je n'aurais pas été fusillé, j'aurais été déporté à Ravaruska. D'accord. Et parmi les frères qui assistaient à ces tenues, donc pendant ce moment très difficile, très tourmenté, quels sont ceux qui aujourd'hui restent encore? Il y a Robert Amadou. Ah oui. Et puis alors, il y a le docteur Gesta, mais qui a quitté la maçonnerie du droit humain et de Memphis depuis longtemps. Nous avons initié Jules Boucher, l'auteur de la symbolique maçonnique. Nous avons initié Robert Amadou. Les autres, ma foi, sont tous morts. Il faut dire que de la Libération à maintenant, il y a 43 ans, c'était des hommes qui avaient 35-40 ans. Moi, j'étais le plus jeune. J'avais 32 ans. Si on additionne les années, il n'est pas étonnant qu'il soit passé à la Grande Loge éternelle maintenant. Bien sûr, bien sûr. Et le sérénissime grand maître Constant Chevillon a-t-il eu la chance de participer à une de ces réunions-là? Non, il était à Lyon.
il ne pouvait pas venir à Paris parce que Lyon était en zone dite libre pendant longtemps. Il résidait à Lyon. Et ce qui est curieux, c'est qu'il m'avait reçu le 25 mars 1939 et il a été assassiné le 25 mars 1944. Et je devais lui succéder par la suite. C'est curieux, ces coïncidences de date. Oui, mais je crois qu'elles sont très parlantes par Oui, elles-mêmes. ce sont des symboles, Exactement. des intersignes. Exactement. Le grand maître Chevillon était un passionné de philosophie. Il avait été professeur de philosophie dans des collèges religieux, puis il avait quitté pour la maçonnerie, le martinisme surtout. Ce n'était pas un occultiste, mais c'était un profond philosophe et métaphysicien. C'était une belle intelligence. Et donc la guerre terminée, la libération, la restructuration progressive du rite. Eh bien, il y a eu d'abord une période de creux où on a maintenu Alexandrie d'Égypte parce que nous avions tout perdu. Mes prédécesseurs n'avaient pas déclaré, suivant la loi de 1901, l'obédience, alors que le Grand Orient, le rite écossais, le droit humain ont touché des dommages de guerre considérables, ce qui a permis au Grand Orient de construire ce magnifique hôtel de la rue Cadet. Nous avions perdu tous nos temples, nous avions 2 temples à Paris, nous les avons perdus, nous avons perdu les rituels imprimés, nous avons perdu tout le matériel, les épées, les maillets, tout. Il a fallu redémarrer à zéro, et heureusement qu'à ce moment-là, mes droits d'auteur me permettaient de tout racheter, de tout faire fabriquer. On a démarré de cette façon, tout petit, et j'ai bénéficié, comme je le disais tout à l'heure à la tenue, au Grand Orient, de l'appui du grand commandeur d'honneur Corneloup, qui était très proche de nos idées, que j'allais voir plusieurs fois par mois, qui me conseillait, qui m'épaulait, et qui m'épaulait non seulement de ses conseils, mais qui m'épaulait également au Grand Orient, au Grand Collège des Rites, et même au Conseil de l'Ordre, où il avait conservé des attaches. Qu'est-ce que ça fait pour l'homme de cœur que manifestement vous êtes, qu'est-ce que ça fait de voir 40 ans après la célébration d'un bicentenaire aussi... Ah ça, j'ai été excessivement ému, on a pu s'en rendre compte d'ailleurs avec mes premières paroles, parce qu'il y a d'abord cette magnifique tenue à laquelle je ne m'attendais pas quand même, un décor prestigieux dont il faut remercier la ville de Puteaux, et aussi le nombre des présents, l'atmosphère. Une célébration de bicentenaire, ça ne se fait pas toutes les semaines. C'était un événement que j'envisageais depuis longtemps, mais je reconnais et je le proclame vivement que seul Gérard Clopel pouvait le réaliser à ce niveau. Moi, je n'aurais pas pu. Je n'avais pas les possibilités que Gérard avait, et surtout, sa jeunesse. J'ai 81 ans passés, je n'ai pas perdu la foi ni l'enthousiasme, mais j'ai encore trop de choses à faire pour me donner à fond comme Gérard l'a fait. Je le connais depuis 30 ans, et je savais, en le désignant comme mon successeur, que j'avais un choix heureux. Parce que nous avons toujours vécu depuis le XVIIIe siècle en monarchie. Ça nous a d'ailleurs été discrètement reproché, mais c'est justement parce que nous avons vécu en monarchie que nous avons subsisté. N'ayant pas de siège, ayant tout perdu, s'il avait fallu tous les ans faire des élections de grands maîtres et de grands officiers et promener les archives d'appartement en appartement, nous n'aurions pas tenu. Et puis alors, d'ailleurs, le système, le général de Gaulle voulait nous l'emprunter au sujet de la présidence de la République. Il avait envisagé, le président de la République, élisant son successeur. Ah oui. C'était emprunté à la romantique, où à l'époque de sa grandeur, avant qu'il y ait l'hérédité avec des Césars plus ou moins représentatifs, la romantique avait un César, et celui-ci choisissait parmi les hauts fonctionnaires militaires ou civils celui qui était susceptible par ses qualités de lui succéder, il l'adoptait, et l'autre prenait la suite comme César. Tout à fait. En faisant un petit retour en arrière, l'origine du rite,
quelle appréciation peut-on apporter sur son fondateur qui a été contesté? Et là, je m'adresse à l'homme d'histoire. Cagliostro, comme je l'ai dit tout à l'heure, est un homme sur lequel on a déversé des tombereaux d'insanité. Lorsqu'on a voulu le coincer à l'affaire du collier de la reine avec le procès du cardinal de Rohan, dans lequel il n'était absolument pas impliqué, on a chargé Chérin, le juge d'armes de Louis XVI, qui était le fils du grand Chérin, le censeur de Louis XV, de rechercher si Cagliostro n'usurpait pas la noblesse. Ça aurait été un motif pour l'impliquer dans un nouveau procès. Et Chérin a apporté la preuve que Joseph Balsamo, son nom, appartenait à la famille Balsamo, petite noblesse pauvre de la Sicile, et qu'il avait été hérité, il avait hérité le titre de comte Cagliostro de son oncle, lequel l'avait par testament chargé, comme c'était l'usage dans la noblesse depuis toujours, de relever le nom, le titre et les armes. Vous avez un exemple actuel avec Régnier de Polignac, qui a abandonné le nom, les armes et le titre de Polignac, et qui est devenu Régnier Grimaldi, duc de Valentinois, prince de Monaco, marquis de Roquebrune, comte de Beuil, etc., n'en finissons plus. Il a changé d'identité. Eh bien, Cagliostro avait changé d'identité en devenant Cagliostro. Il n'était plus Balsamo, mais à la naissance, il était Balsamo. Et sur le personnage même de Balsamo, non pas sur ses origines, mais sur le phénomène de Cagliostro, on l'a souvent critiqué, effectivement, mais à plus d'un titre, non seulement en contestant sa légitimité, mais aussi en contestant sa prétendue connaissance initiatique, sa prétendue... Il ne faut pas oublier que nous sommes au XVIIIe siècle, que c'est un Méditerranéen du Sud. Lorsqu'il parle de son maître Altotas, qui l'a initié dans les pyramides, c'est évidemment une galéjade. Ce qui est sûr, c'est que j'ai retrouvé la trace de son initiation dans des milieux coptes du Caire à des traditions de l'antique Égypte qui existaient encore. Ça, j'ai retrouvé la preuve absolue avec des témoins de l'existence encore avant la guerre de 1914 de ce milieu qu'on avait appelé, à tort ou à raison, les Rocherois d'Orient. Mais enfin, oui. J'ai un rituel oraculaire qui remonte à l'antique Égypte et que Cagliostro possédait également et qu'il utilisait. C'était pas seulement un maçon, c'était aussi un occultiste, il ne faut pas l'oublier. Pas l'oublier. Tout à fait. Je suppose qu'il n'était quand même pas seul dans l'organisation du rite, dans la création du rite, puisqu'apparemment ça s'est fait à Venise, cette première... Non, Cagliostro a transmis la lumière, a organisé le rite de Mizraïm, qui ne s'appelait pas Mizraïm à l'époque, dans un milieu de sociniens, c'est-à-dire de protestants antitrinitaires, et qui se trouvait à Venise. Il était à 30, pas loin de là à l'époque, il est venu, il leur a transmis l'initiation maçonnique suivant les usages assez libéraux du temps, et ceux-ci n'ont pas suivi Cagliostro dans sa maçonnerie égyptienne, qui leur paraissait beaucoup trop imprégnée de piété, de formes religieuses, et ils ont adopté à la place de maçonnerie égyptienne Mizraïm, qui veut dire les Égyptiens. Et en somme, Cagliostro n'a pas d'autre rôle dans Mizraïm que d'avoir transmis la lumière et les grades bleus et les hauts grades. C'est tout. Le rite de Mizraïm, donc transmis par Cagliostro, Memphis maintenant, le rite de Memphis, quelle est d'une part son origine et d'autre part comment s'est fait la jonction entre les deux? En arrivant au Caire, la mission d'Égypte que dirigeait Bonaparte était composée de maçons du Grand Orient de France ou d'autres obédiences, des petites obédiences initiatiques. Ils ont constitué une loge sauvage qui s'appelait Isis. Bonaparte y a été reçu, apprenti compagnon maître en très peu de jours, probablement, comme c'était l'usage encore à l'époque. La loge était présidée comme vénérable par Kléber. Et par la suite, lors de leur retour en France, ce n'est qu'en 1822, après la chute de l'Aigle, que le mouvement bonapartiste s'est structuré et qu'ils ont jugé bon de créer le rite de Memphis en souvenir
des origines initiatiques qu'ils avaient recueillies là-bas. D'accord. Car eux aussi ont été en contact avec le même milieu copte en question. Et y avait-il les mêmes buts poursuivis par, d'un côté, Mizraïm et de l'autre, Memphis, au départ? Je pense que Mizraïm était plus spiritualiste, d'après ses rituels on le voit, que Memphis, peut-être beaucoup plus anticlérical en même temps, et en même temps davantage axé sur des formes plus démocratiques au point de vue politique. Car Memphis était surtout fréquenté par les bonapartistes, l'ennemi solde. C'était un climat particulier, d'où le violet, d'où la couleur violette, qui était la couleur des violettes de Parme, et à Parme, il y avait le petit roi de Rome avec sa mère, Marie-Louise. Le violet de nos couleurs vient de nos hérédités bonapartistes. Il n'y a pas beaucoup d'obédiences qui peuvent avoir compté parmi ses apprentis Napoléon Bonaparte. Non, effectivement, il n'y en a peut-être pas d'autres. En ce qui concerne, alors bon, on parle d'un homme, bien sûr, l'histoire parle d'un homme qui est Garibaldi, ensuite qui a procédé aux destinées de la première fusion. Qu'en est-il exactement? Comment s'est faite cette fusion? Il y a eu d'abord une première fusion qui a été tentée par Marconis de Nègre, qui a échoué. Et il y a eu ensuite Garibaldi qui, fort de sa popularité, de son histoire, a réussi à unifier Mizraïm et Memphis. Nous possédons très peu de documents sur cela, parce qu'il ne faut pas oublier que nous avons perdu nos archives sous la Restauration, nous l'avons perdu avec le coup d'État du 2 décembre sous Badinguet, et nous les avons perdus pendant l'occupation. Avec Vichy, nous n'avons pratiquement plus rien des anciennes pièces. C'est catastrophique. Oui, bien sûr. Et elles sont définitivement perdues ou Non, elles ne sont pas perdues, elles sont dispersées. On les retrouve au cours d'enquêtes, de recherches. Il y en a au Fonds maçonnique de la Bibliothèque nationale. Il y en a de dispersées dans les bibliothèques municipales. Et puis il y en a qui ont été détruites.